bonsoir et puis bienvenue chez Lucas. Merci à Lucas de nous recevoir ce soir. Donc j'espère que vous n'êtes pas trompés, il y a 2 bureaux chez Lucas, mais vous êtes là, donc pas de souci. On verra bien. Donc ce soir, on va parler Design Sprint et merci à Ambroise pour ce magnifique titre parce que par défaut, je mets Rex, voilà, c'est pas. Mais là, regard croisé sur le Design Sprint, c'est beau. Et j'avais dit à Julien la dernière fois que 4 speakers c'était le max, mais non, là on est 5. Et en plus, vous remarquerez quand même 4 filles. Alors ça, on n'a jamais fait, hein. Pour le coup, on l'a pas fait exprès, mais c'est hyper rare. Donc ça c'est cool, et puis voilà, c'est cool de vous retrouver, c'est le premier aussi meet-up en 2022, on voulait le faire en février, et puis voilà, ça a été décalé en mars. Là j'espère que maintenant d'ici l'été on va être tranquille pour pouvoir organiser des meet-up, et pas de masque, ça c'est cool. Donc ce soir c'est quoi le programme? Ambroise et Julie vont vous faire une intro au Design Sprint. Alors déjà, qui connaît le Design Sprint? A lu le livre et tout ça, ok, pas mal. Qui a déjà fait un Design Sprint? Un petit peu moins. Qui aimerait tenter un Design Sprint, voilà, voir ce que c'est un peu. Ok, cool. Je redemande à la fin pour voir si vous êtes plus nombreux ou pas, si on vous a donné envie ou pas, on va voir. Et donc après cette intro un peu voilà, standard sur le Design Sprint, by the book, Jack Knapp. Standard, voilà. En général, peu font, mais voilà, c'est quand même la méthode qui a inspiré tout le monde. Et ensuite, The Tribe fera un retour d'expérience, eux, ils font plein de design sprint chez tous leurs clients. Je ne sais pas combien ils en ont fait, eux deux, je leur demandais, mais ils ne savent pas. Mais voilà, c'est des experts 72. Du design sprint. Pas mal. Et avec Chloé et Laura qui sont là-bas de chez Lucas, on vous parlera du design sprint, nous, qu'on a fait chez Lucas pour la création d'un nouveau produit. Et ensuite, il y aura une phase de questions-réponses. Le meet-up est enregistré, mais la partie questions-réponses n'est pas enregistrée. Donc voilà, n'ayez pas peur de poser toutes les questions que vous voulez. Et puis c'est un choix aussi hein, pour que les gens y viennent et qu'ils n'aient pas juste à regarder la vidéo dans leur canapé. Donc on a Julien, notre technicien, qui enregistre tout ce soir. Merci Julien, qui fait le montage, c'est du boulot. Et la vidéo du précédent meet-up sur ShapeUp est dispo, si vous voulez la regarder. Et ensuite on fera un apéro aux alentours de 20h, mais hein, on verra, offert par Lucas. Donc merci à Lucas pour ces beaux bureaux. Et c'est parti pour The Tribe. À toi, Ambroise. Merci. Je peux me lever avec toi. Merci. Yes, du coup, merci tous d'être venus. Du coup, juste un tout petit mot pour ceux qui ne connaissent pas The Tribe. Donc, on est des cosmonautes. On est une agence. Donc déjà, je ne sais pas si dans la salle, si vous êtes plutôt dans des boîtes produits. Ceux qui sont des boîtes plutôt produits ou s'il y a des gens qui sont plutôt dans des agences parce que du coup ça peut, voilà, en tout cas dans la manière de gérer un design sprint ça peut influer. Du coup nous on est une agence qui a été créée à Nantes il y a 7 ans. Maintenant on vient de passer la centaine je crois lundi. Et du coup donc il y a 4 ce qu'on appelle des tribus. Donc la plus grosse étant à Nantes, on est une 50aine à Nantes, une 20aine à Paris, une 10aine à Lille et un tout petit peu moins, il y a une tribu qu'on appelle la tribu mobile qui est avec que des gens en remote qui sont tous en France mais dans différentes villes de France. C'est un test qu'on a fait l'année dernière et du coup à Nantes, donc vu qu'on est une 50aine, il y a un peu un sous-niveau, on est tous dans des équipes d'une dizaine de personnes pluridisciplinaires, donc PM, UX, Dev et Sales. Un sales par équipe. L'idée étant de garder la taille un peu proche d'une équipe produit classique, vu que nous on n'est pas une boîte produit. On voulait quand même garder cette taille-là qui permet de bien se connaître, de bien bosser ensemble. Voilà, et du coup l'idée c'est qu'on bosse beaucoup avec des startups un peu partout en France et surtout toutes les tailles de startups. De la toute petite, enfin même potentiellement juste une personne qui n'a pas encore créé ses statuts et qui vient juste avec une idée et donc on va l'accompagner pour lancer son idée jusqu'à des très grosses boîtes comme Job Teaser, Arnicar qui sont beaucoup plus grosses et du coup évidemment en fonction de la taille de la boîte avec qui on bosse il n'y a pas du tout les mêmes enjeux à la fois d'un point de vue business, d'un point de vue orga, tech donc c'est ça qui est intéressant.
Et après, il y a quelques boîtes aussi, c'est pas forcément que des startups au sens classique du terme, on bosse aussi un peu avec des boîtes plus dans l'industrie ou plus traditionnelles. Et du coup, c'est intéressant aussi d'apporter cette culture produit dans des boîtes qui, à la base, ne sont pas du tout dans cette mentalité-là. Voilà. Je m'arrête là pour la présentation de The Tribe. Du coup, ouais, on commence par vous réexpliquer un peu pour que tout le monde sache de quoi on parle sur ce que c'est qu'un design sprint un peu by the book. Du coup, on va essayer de ne pas être trop scolaire. On va essayer d'y aller quand même assez rapidement. Là, on a mis une phrase un peu pompeuse, mais en gros, l'idée d'un design sprint, c'est quoi? C'est un process de design dans un laps de temps très court, donc sur 5 jours, pour identifier des besoins utilisateurs, comprendre les problématiques, imaginer des solutions, les prototyper, les tester, potentiellement échouer et recommencer. En gros, c'est comment on fait pour avoir un projet viable très rapidement. Et ce qui est important, en fait, c'est qu'en début de design sprint, on va poser des hypothèses qu'on va essayer d'infirmer ou de confirmer en fin de design sprint. Et ça, c'est très important. En fait, c'est les hypothèses qui vont nous lier tout au fil des 5 jours. Yes. En gros, pourquoi déjà ça a été créé le design sprint? Pour revenir un peu sur le côté historique, c'est parti d'un constat, c'est qu'on va trop vite dans l'idéation, on se projette sur plein d'idées, on a envie de développer en se disant bah, tout va marcher, toutes mes idées vont marcher, c'est sûr, donc on va passer 8 mois, 2 ans à développer un produit, bam, on le sort sur le marché et en fait il n'y a aucun besoin utilisateur, donc ça fait un énorme flop, personne n'est intéressé et du coup c'est quoi? C'est 180 000 € qui sont jetés, c'est une perte de temps pour tout le monde, une perte de motivation parce que les équipes ont passé 2 ans à bosser là-dessus pour rien. Et bien sûr, une perte d'argent conséquente. Yes. Du coup, donc le principe de base de Design Sprint, c'est d'essayer de condenser tout ça. Donc à la fois le côté génération d'idées pour répondre à une problématique et ce qui est hyper important, c'est le côté on va tester tout de suite avec des utilisateurs un prototype qu'on a conçu ensemble. Du coup, ça vient donc Jake Knapp qui bossait chez Google et qui a théorisé ça donc en 2010, donc c'est pas si vieux que ça. Et donc c'est de là alors on voit pas du tout. Ici, il y a un logo de Google Ventures qu'on ne voit absolument pas. Et du coup, l'origine un peu du design sprint, c'est Google Hangout, qui est devenu ensuite Google Meet que tout le monde connaît. Et c'est là où il s'est dit, en fait, le brainstorming, c'est bien, ça génère plein d'idées, ça fait rêver, mais en fait, derrière, on n'a pas quelque chose de concret. Et donc, il a voulu mêler tout ça. Et il y avait aussi le côté qui est assez intéressant dans le design sprint. Il n'y a pas que le côté conception, il y a aussi une espèce d'alternance entre de la génération d'idées individuelles et de la génération d'idées collectives. Et ça, en fait, il voulait éviter le côté tout l'un ou tout l'autre. Et ça, dans le design sprint, on le verra après, il y a vraiment cette alternance-là qui permet de motiver les gens et de leur permettre de poser sur la table leurs idées à eux, qui les motivent, et en même temps, l'intelligence collective, évidemment, qui est importante à garder. Et du coup, le dernier chiffre, 150, c'est en gros, c'était pour dire que avant d'écrire son bouquin, il en a fait 150 des design sprints. Donc c'est pour dire que ça paraît très simple comme ça, 5 jours, un focus par jour. Sauf qu'en fait, il a eu besoin d'éprouver énormément sa méthode avant d'écrire son bouquin en 2016. C'est bon? C'est parfait. Du coup, chose importante avant de commencer le design sprint, c'est la partie user research. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on n'a pas de données, si on n'a pas d'informations sur les besoins utilisateurs, on va partir dans le vide et il y a de fortes chances d'échouer et de se planter. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour pallier à ça? Il y a deux choses. Il y a tout ce qui est études qualitatives et études quantitatives. Si on part sur le qualitatif, du coup, on va avoir tout ce qui est entretien utilisateur, donc avoir quelqu'un en one-to-one, lui poser des questions exploratoires. Si on part sur quelque chose de groupe, c'est le focus group. Donc l'idée, c'est d'avoir plusieurs personnes dans une salle et lancer des grosses problématiques et les faire un peu débattre sur des sujets. Et après, pour tout ce qui est un peu plus quanti, c'est envoyer des sondages, analyser des datas, des panels, voilà. Ça va être basé là-dessus, ou des benchmarks aussi.
Et ça, c'est vraiment le socle du début du design sprint pour être sûr de partir dans la bonne voie et dans les bonnes hypothèses par la suite. Ça, c'est hyper important. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que son titre du design sprint, c'était il y a le solve big problems et ça arrive, et donc nous notamment chez nos clients, qu'on arrive avec une idée qui est très très vague, très large. On a des clients par exemple qui viennent et on leur demande qui sont leurs utilisateurs. Donc on a eu le cas et ils nous disent c'est les catholiques. Bah, les catholiques, ça fait quand même 1,3 milliard de personnes dans le monde. Du coup, c'est peut-être un peu trop large. Donc ça, c'est sur le côté cible. Et donc du coup, la user research permet de se recentrer sur une cible beaucoup plus précise où l'on pense qu'il y a beaucoup plus de valeur à apporter. Et donc ça passe par des entretiens, de la recherche, etc. L'autre cas, c'est la problématique business qui est beaucoup trop large, du genre on veut revaloriser le travail. C'est un peu vague. Du coup, pareil, là, on a besoin d'aller creuser, d'aller parler avec les utilisateurs, la cible, pour voir, OK, ça veut dire quoi valoriser le travail, c'est quoi les problématiques que vous rencontrez concrètement. Et ça permet de commencer le design sprint avec de la data et de se poser la question de c'est quoi concrètement ce qu'on va faire en 5 jours, pour pas partir trop dans tous les sens quand même. Mais plus la problématique est complexe, plus le design sprint est pertinent. Sur les participants, il y a toujours débat, mais globalement, les gens importants, c'est forcément le client. Donc le client, ça va être la personne qui lance le projet, mais aussi les experts métiers chez lui. Et de notre côté, nous, ce qu'on fait, en tout cas chez The Tribe, c'est qu'on amène toujours un product manager, un développeur et un designer. L'idée, c'est d'avoir des profils très hétéroclites pour avoir le plus d'idées possible et d'aller toujours plus loin. Yes. Tu allais dire un truc sur les utilisateurs ? Non. Il y a toujours un débat en interne chez nous, c'est est-ce qu'on amène des utilisateurs dans ces 5 jours-là? Et on n'est pas tous hyper d'accord, parce que d'un côté, si on les amène, c'est top et ça amène plein de nouvelles idées. Par contre, ça peut aussi biaiser un petit peu le game, parce que les utilisateurs ne vont pas forcément se focus sur ce qui est l'essentiel à ce moment-là, parce qu'il est dans un process d'idéation. Alors que si justement on essaie de bien recentrer sur la research en amont, ça permet de pallier ça. Yes. Donc nous, on préfère faire plus de research en amont, mais de ne pas avoir c'est un parti pris de ne pas avoir les utilisateurs pendant le design sprint. Donc tu fais très bien de préciser ça. Non, ce que j'allais ajouter, c'est aussi quand on détermine les participants, donc l'ordre de grandeur, c'est toujours un peu pareil, hein, c'est entre 5 et 10 pour que ça marche bien. 10, c'est déjà beaucoup. Et quand on va déterminer les participants, on décide d'un décisionnaire pendant le design sprint. C'est important pour la suite. C'est-à-dire que comme on va générer beaucoup d'idées, comme le but, c'est quand même d'arriver à converger dès le 3e jour, il y a une personne qui est nommée et qui doit être capable de trancher quand il y a besoin. Et ça, c'est important pour que ça avance. Et ce n'est pas toujours si simple. On y reviendra. Teaser. C'est bon? Super. Super. Du coup, comment ça se passe concrètement quand on se lance? La manière dont on le fait, donc on vous l'a dit, c'est une méthode, c'est assez normé sur 5 jours avec ce qui est hyper important d'avoir en tête, c'est que chaque jour a une thématique, un objectif précis auquel on veut arriver à la fin de la journée. Et donc tant qu'on n'a pas atteint cet objectif, la journée elle est pas finie, ça ne sert pas à grand chose de passer à la suite. Et du coup, donc on va détailler chaque jour. Là, c'était juste pour dire qu'on aime bien avoir un fil rouge, de présenter ça dès le départ, savoir où est-ce qu'on veut aller, de garder à l'esprit que le but ultime, c'est de tester un prototype. Ce n'est pas de partir trop dans tous les sens, on veut générer des hypothèses et se mettre d'accord sur des hypothèses qu'on va vouloir tester avec un prototype. Et donc ça, c'est bien de le savoir avant. Et du coup, l'autre avantage d'avoir ce fil rouge un peu, c'est que c'est plus motivant. C'est-à-dire que au fil de la semaine, on va voir se compléter un peu les différentes cases. Et donc, c'est motivant de voir qu'on avance quand même. Du coup, si j'enchaîne, donc sur le jour 1 qu'on appelle map, l'objectif de la première journée, c'est de se recentrer sur une problématique concrète qu'on va vouloir tacler pendant la semaine et qu'on va vouloir valider ou invalider à la fin. Du coup, la première question qu'on se pose, donc c'est un peu ce qu'on disait là sur les résultats de la user research, c'est à qui on veut apporter de la valeur en premier, c'est à qui on s'intéresse.
Et donc, on essaye, quand il y a parfois dans la user research, il y a plusieurs personas, par exemple, qui sortent. Et donc, on va essayer de déterminer un, voire deux personas prioritaires. La deuxième notion qui est hyper importante, c'est la notion business. C'est aussi pour ça que les utilisateurs ne sont pas forcément les plus pertinents pendant le design sprint. C'est que cette logique business, elle est hyper importante à avoir en tête. Et donc, voilà, on essaye de formuler ensemble la problématique. La dernière question, c'est que, c'est un peu ce que tu disais, Julie, c'est qu'il y a des infos qu'on a qui sont de la data, donc on sait que c'est comme ça que ça se passe. Et il y a pas mal de suppositions, des hypothèses. On a fait 3 entretiens utilisateurs, donc on n'a pas non plus la connaissance ultime de qui sont nos utilisateurs. Par contre, on fait beaucoup d'hypothèses, beaucoup de suppositions, et c'est bien de savoir qu'est-ce qui est de l'ordre de la supposition et qu'est-ce qui est de l'ordre de la data. Voilà. Je vous laisserai comprendre la subtilité du petit logo en bas à droite. Du coup, comment on fait ça? La journée map, là, il y a plein d'ateliers, plein de modèles, de canvas, etc. C'est un peu, donc on va déterminer lesquels sont les plus pertinents par rapport à ce qu'on a fait en user research, par rapport à ce qu'on a à disposition. Et l'idée, c'est qu'on les balaye pour vraiment s'imprégner de nos utilisateurs, qui ils sont, quels problèmes on veut résoudre, quels sont les aspects business qu'on a en face de nous. Donc ça passe par pas mal de templates. Donc le Linux Canvas, c'est vraiment celui qu'on utilise le plus. Le Business Model Canvas, on l'utilise pas mal aussi. On a des notions beaucoup plus utilisateurs, donc le Value Proposition Canvas, la User Map Journey. Voilà. C'est des notions, je pense, qui vous parlent. Donc on essaye de balayer ça. On a deux notions assez proches, les personas, les proto-personas. Ça fait un peu écho à ce que je disais sur est-ce qu'on est dans de l'hypothèse ou de la donnée réelle. Donc les personas, c'est de la donnée réelle. Les proto-personas, c'est plus ce qu'on imagine. Ça permet d'aller un peu plus vite dans la compréhension de nos utilisateurs. Les sprint questions, c'est on va se dire quelles sont les questions qu'on se pose pendant le sprint auxquelles on n'a pas forcément les réponses. Voilà, mais on les met sur la table. Ça permet de savoir voilà, qu'est-ce qu'on ne sait pas. Et les marqueurs, c'est qu'est-ce qu'on veut mesurer. Ça fait un peu aussi écho au Linux Canvas, un peu la partie en haut à droite pour ceux qui connaissent le Linux Canvas. C'est qu'est-ce qui nous permettra de mesurer qu'on est effectivement en train de résoudre un vrai problème. Et du coup, on la formule de cette manière. Ça peut se faire avec plusieurs méthodes, la formulation de l'hypothèse, mais on aime bien ce séquencement. Donc, comment pourrions-nous, donc un verbe qui permet, donc on est en train de résoudre quelque chose, permettre à notre utilisateur de résoudre un problème. Donc là, on est vraiment sur qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui dans son parcours, etc. Dans le but 2, donc c'est quoi son objectif, qu'est-ce qu'il cherche, et la partie business qu'on veut vraiment garder dans la problématique, c'est hyper important. Voilà. Pour le jour 1, et donc tant qu'on n'a pas, ça c'est hyper important d'y passer tout le temps qu'il faut, cette problématique, parce que c'est ça qui va déterminer qu'à la fin on a vraiment répondu à un vrai problème, parce qu'en fait des solutions à des faux problèmes on peut en trouver plein. Là l'idée c'est, on préfère échouer à trouver une solution à un vrai problème que trouver une solution à un faux problème, et en fait derrière il n'y a pas de business, il ne va rien se passer. Ok. Le jour 2, c'est le jour un peu du fun, en tout cas pour les designers, pas forcément pour tout le monde, mais c'est la partie sketch. Du coup, l'idée, c'est qu'on arrive le matin et c'est un moment plutôt de partage sur le benchmark. Donc, chacun amène un peu ses petites idées, ses inspirations d'autres applications, d'autres outils qui peuvent aider à faire avancer le Schminkblick sur notre problématique. Du coup, là, on s'inspire un peu des idées des autres, on regarde un peu plein d'inspirations. Et l'après-midi, c'est le moment de sketching pur. Donc l'idée, c'est qu'on passe par 4 ou 5 exercices d'idéation. Donc nous, ce qu'on aime bien faire, c'est les faire passer par des nuages de mots, les faire passer par des gribouillages, des ébauches de solutions, par des choses comme le Crazy 8, donc dessiner 8 différentes ébauches de solutions pour une même feature. Et à la fin, on leur donne comme consigne de dessiner sur une seule feuille A4 la solution finale qu'on va challenger le lendemain. C'est toujours un jour un peu frustrant. Bon, pas pour moi, vous l'avez compris, mais plutôt pour les clients. Parce qu'ils ont toujours l'impression de se dire « Ok, mais alors les gars, ils sont en face, est-ce qu'ils comprennent notre sujet? Ils vont dessiner des trucs, on ne sait pas sur quoi ça va aboutir, ça va être l'enfer. » Donc ils ont toujours cette peur et ils sortent souvent frustrés.
de ce deuxième jour. Et en interne aussi, on peut être frustré dans le sens où on se dit, ok, est-ce que je suis dans le juste? Est-ce que le client va me dire, ok, je suis complètement à l'ouest demain? Donc on est tous un peu stressés, on se dit, est-ce que j'ai fait la bonne solution? Et on ressort toujours en ayant hâte de voir ce qui va se passer le lendemain. Ouais, c'est assez, c'est important à avoir en tête ça, le côté inquiétant parce que ça va très vite. En fait, donc, comme disait Julie, c'est plein de petits ateliers qui s'enchaînent. Donc on n'a pas beaucoup le temps de faire ce qu'on veut alors que c'est des problèmes complexes. Donc en fait, on se dit, en fait, on a fait un truc, on a survolé le problème et on n'arrivera jamais à trouver un truc innovant. Voilà, on a l'impression de rester très en superficie. Et en fait, le fait d'avoir 7 ou 8 cerveaux ensemble, eh ben, c'est ça qui fait que, en fait, à la fin, ça marche. Mais comme ce jour-là, on ne le sait pas parce qu'on ne partage pas, c'est un moment très inquiétant. Voilà. Et du coup, c'est bien de ne pas partager tout de suite, de laisser reposer et du coup de repartager plutôt le lendemain. J'y vais. Vas-y. Du coup, donc ça donne ça. Donc en fait, chacun a fait des dessins sur une feuille A4, c'est tout. Ce qu'il voulait partager aux autres, ce qu'il avait dans la tête. Donc ça peut être tout le parcours du produit ou juste une fonctionnalité particulière où ils se disent là j'ai un truc à apporter. Du coup, ça ressemble un petit peu à ça. Et ensuite, une fois qu'on a tout mis, qu'on a tout affiché, on passe par un temps individuel où chacun va regarder tout ce que les autres ont fait et noter ce qu'il aime bien. Donc ça c'est des gommettes, c'est ce que vous voyez là, les petites gommettes de couleur, sans rien noter pour l'instant. C'est juste, je mets des gommettes sur ce qui me marque, sur ce qui me plaît dans ce qui a été proposé, soit par moi-même, soit par les autres. C'est anonyme, c'est des gommettes, et on en a autant qu'on veut. Et voilà, on veut juste dire, là il y a un truc à faire. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce temps individuel, on fait un temps de partage où on prend chaque feuille A4 les unes après les autres et chacun va pouvoir dire à l'oral ce qui lui plaît, ce qu'il a aimé, etc. Ce qu'il n'a pas compris ou ce qu'il a compris. Et celui qui a fait la feuille va parler en dernier. Donc ça donne des trucs assez drôles. Puisque parfois quelqu'un va dessiner quelque chose, ça lui paraît hyper clair, et sauf qu'en fait les autres n'ont rien compris à ce qu'il voulait faire. Et du coup lui il parle en dernier. Et ensuite, du coup, donc c'est ce qu'on appelle le speed critique. Là. Et à la fin, l'idée c'est de déterminer, donc c'est d'où l'intérêt du décisionnaire dont je parlais tout à l'heure. Le décisionnaire va dire quels sont les trois points marquants qu'il veut tester dans le prototype. Ça ne veut pas dire que tout le reste, on ne le mettra pas dans le prototype. Quand il y a des idées intéressantes, potentiellement, on va s'en servir. Mais on veut 3 hypothèses qui nous paraissent intéressantes. Du coup, un petit truc fun. Ça, par exemple, je ne sais pas si ce que vous voyez, vous. Donc ça, c'était, on est en pleine semaine de design sprint là, donc c'est du tout chaud. C'était mardi. Du coup, moi là, je voyais une limace. Il y en a qui voyaient un monstre du Loch Ness. Voilà. Je ne sais pas si vous, voilà, j'ai l'impression que c'est ce que vous voyez aussi. Eh bien, pas du tout. C'était un petit emoji de muscle. Voilà. C'était pour dire ouais, je suis fort. Voilà. Donc pas grand chose à voir avec la limace. Donc c'est pour vous dire que voilà, parfois ce qu'on voulait montrer n'est pas forcément ce que les autres comprennent. Je continue sur celle-là, je crois. Donc c'est le jour 3. Donc une fois qu'on a, donc c'est toujours le même jour. Une fois qu'on a bien partagé, qu'on s'est mis d'accord sur les hypothèses, on va dessiner ensemble, là pour le coup. Donc un storyboard du prototype qu'on va vouloir tester le jour 5. Il y a plein de manières de faire un storyboard. Nous, on aime bien le faire à main levée, où chacun peut prendre potentiellement un stylo pour dire là, je l'aurais plutôt vu comme ça. Donc c'est pareil, c'est assez éprouvant. C'est très fatigant comme phase parce que on essaye quelque chose, on efface, on refait, etc. Donc ça prend beaucoup de temps pour finalement 4 écrans, quoi. Mais c'est hyper important parce que c'est ça qui va vraiment faire qu'on est d'accord sur le prototype qu'on veut tester et qu'on a bien toutes les hypothèses qu'on voulait tester.
Voilà à peu près, donc ça peut prendre beaucoup de temps hein, de faire ça et il n'y a pas besoin de bien dessiner, on se met juste d'accord sur à quoi ça doit potentiellement ressembler. J'oublie rien, c'est bon. Donc ça c'est la fin du jour 3. Yes, que se passe-t-il le jour 4 Le jour 4, c'est la partie prototype, donc c'est la partie où les designers travaillent dans leur coin pour essayer de rendre tout beau, tout sympa, ce qu'on a dessiné ensemble le jour d'avant. C'est toujours un jour éprouvant aussi pour les designers parce qu'on sait que potentiellement le jour d'avant on a paniqué, on a dit oui on va faire 4-5 maquettes, ça va être super, sauf qu'on a un seul jour pour les faire. Donc c'est un peu tendu. En fait, ce qu'il faut garder en tête ce jour-là, c'est qu'on est là pour tester les choses plutôt sur le niveau besoin utilisateur et pas sur le niveau de direction artistique. Donc on n'est pas là pour faire un truc waouh et réinventer l'univers de la DA. On est là pour faire un truc pragmatique qui peut être testé et qui répond aux besoins. Donc c'est souvent ça qu'on garde en tête et qu'on répète souvent aussi aux clients et à l'équipe entière pour que tout le monde reste focus là-dessus. Ça, c'est un truc qui est compliqué à comprendre dans le design sprint. Enfin, donc on a eu le cas ce matin, d'essayer de bien garder en tête qu'on n'est pas en train de maqueter le produit, on ne teste pas le produit, on teste des hypothèses. Et c'est très différent. Un exemple, dans un design sprint, on s'était posé, dans les hypothèses qu'on avait, c'était les questions qu'on s'était posées au début, là, dont je parlais tout à l'heure, on se posait la question est-ce que l'utilisateur il préfère qu'on le tutoie ou qu'on le vouvoie. Du coup, dans le prototype, on avait un mélange des deux. Parce qu'on voulait voir dans quel cas l'utilisateur réagissait positivement ou négativement au tutoiement ou au vouvoiement. Et donc ça, évidemment, dans un produit, à un moment, il faut trancher. Donc il n'y a pas forcément besoin de cohérence d'ensemble dans le produit parce qu'on veut juste voir les réactions de l'utilisateur dans le jour 5, dont on va parler juste après. Ça peut être un peu bizarre du coup parfois. C'était tout sur le prototype. Le jour 5, du coup, l'idée c'est de tester de manière intensive le prototype. Du coup, en général, on enchaîne 5 ou 6 tests utilisateurs à la suite. Ce qu'on aime bien faire, c'est poser des questions exploratoires. Donc, on le fait souvent en binôme. Donc, soit un designer et un PM, soit un designer et un développeur. On enregistre ça et à la fin du test, enfin déjà pendant le test, pardon, on lui demande de parler très ouvertement, dire tout ce qu'il a en tête, vraiment tout ce qui lui passe par la tête, autant les trucs positifs que négatifs, pour être le plus neutre possible et ne pas influer sur sa décision. Et à la fin, ce qu'on aime bien faire, c'est lui envoyer un formulaire attractif. C'est un formulaire normalisé en UX qui permet de quantifier un petit peu les qualités hédonistes et pragmatiques d'une interface. Donc, c'est des échelles de mots opposés, donc par exemple bas de gamme, haut de gamme, compliqué, simple. Et donc, ça nous permet d'avoir un autre axe de vision sur l'interface. Yes. Du coup, à la fin, ça donne quelque chose comme ça, donc avec un exemple de prototype où on a plein de feedback utilisateur sur ce qu'il comprend, ce qu'il ne comprend pas, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, etc. Et donc, à la fin, évidemment, on fait une synthèse. Ce qu'on aime bien faire sur ces tests-là, donc on les enchaîne. On aime bien les enchaîner sur un temps aussi assez court et faire un feedback à chaud au reste de l'équipe. Ça évite d'avoir une synthèse un peu formelle à faire. On préfère le côté spontané de qu'est-ce qui est ressorti de ces tests-là un peu directement avec l'équipe. Ça permet aussi de garder l'équipe impliquée plutôt que d'attendre un délai de formalisation. Voilà. Sur les tests, du coup, si j'enchaîne, il y a un peu une grosse, vous l'avez un peu compris, on a beaucoup parlé de frustration, d'intensité, etc. Dans le design sprint. C'est effectivement très intense. Et il peut y avoir un peu une déception à la fin. En fait, on a trouvé un truc super, on a plein de feedback utilisateurs, on a l'impression qu'on a vraiment trouvé la solution. Sauf que maintenant, il faut la mettre en œuvre. Et c'est souvent là que ça retombe. Parce que, évidemment, faire un prototype, on l'a dit, ça prend une journée, donc c'est très rapide. On a un truc sympa en une journée. Alors que développer un produit, potentiellement, ça prend 3 mois. Du coup, on fait ce qu'on appelle un sprint zéro. Il y a plein de manières de l'appeler selon les boîtes. Donc, on a vraiment la partie research en amont qui est hyper importante, le design sprint. Et le sprint zéro, c'est un peu plus pragmatique. En gros, on a rêvé ensemble, c'est bien. Mais maintenant, on redescend sur Terre et par quoi on commence. Donc, souvent, dans le prototype, il y a plein d'idées. Il y a potentiellement plein d'idées qui ont plu aux utilisateurs. Et on se dit, ok, c'est quoi la première par laquelle on commence? C'est quoi la plus risquée qui potentiellement met tout le reste par terre? Et donc, on va commencer par ça. Donc, ça passe par pas mal de notions, donc des roadmaps orientés objectifs. Quel est l'objectif business qu'on se fixe à 1 mois et demi, donc un temps très court.
et qu'est-ce qu'on doit faire pour y arriver. Bon, un storyboard un peu plus, donc là pour le coup on va vraiment maqueter le produit, le MVP. On commence à parler de technique, alors que dans le design sprint, il n'y a pas de notion de technique. Là on se dit ok, c'est très bien, mais techniquement comment on fait ça? On rentre plus dans le détail des métriques dont je parlais tout à l'heure. Il y a potentiellement des impacts orga dans ce qu'on veut mettre en place. Voilà. En gros, on rentre dans le concret. C'est hyper important de rentrer rapidement dans le concret après le design sprint pour garder un peu la motivation. Voilà. C'est bon. Du coup, je ne sais pas trop où on en est niveau timing. On a complètement éclaté le timing. Ok, du coup là, c'est un peu on a essayé de se lister avec Julie et d'autres les tips de quels sont les messages qu'on retient et qu'on voulait vous faire passer d'un design sprint. Du coup, le premier, j'y vais, c'est moi le premier. Le premier, c'est l'importance de la research. Il ne faut pas se focaliser que sur le design sprint. Prévoyez un peu de temps, c'est pas forcément des mois et des mois, hein, mais faites de la research avant. La petite phrase là, c'est le côté utilisateur, les personas. En fait, c'est tellement plus motivant quand on a une bonne compréhension de ces utilisateurs. C'est pas juste une cible business. On les connaît, on a passé du temps avec eux, on a discuté avec eux, et c'est vachement plus motivant pour résoudre leurs problèmes parce qu'on les imagine pendant le design sprint. Et donc, en fait, on n'a pas envie de décevoir nos amis. Et donc, si les utilisateurs sont vos amis, eh bien, vous n'aurez pas envie de les décevoir. Et du coup, vous mettrez bien à leur place et ce sera vachement plus facile d'avoir de l'empathie pour eux. Deuxième tips. Yes, le deuxième, c'est avoir une équipe produit soudée pendant les 5 jours. C'est très important qu'en fait, quand on commence le lundi avec 5 personnes, par exemple, on finisse le vendredi avec les 5 personnes. Sinon, il y a des risques de déperdition d'informations. Si quelqu'un arrive le 3e jour et dit je ne comprends pas la problématique, c'est l'enfer, on est obligé de tout réexpliquer, ça prend beaucoup trop de temps. Puis il y a aussi cette notion de co-construire, en fait, qu'on soit tous fiers à la fin de la semaine de ce qu'on a produit ensemble, qu'on soit vraiment une vraie team. Ça arrive quand même souvent, le porteur de projet, qui est quelqu'un qui est souvent très occupé et qui a envie de participer parce que c'est un peu son bébé, mais en même temps, il est tout le temps au téléphone, il vient, il repart, et ça, c'est insupportable. Donc en gros, il faut vraiment être hyper intransigeant là-dessus. Soit tu es là, soit tu n'es pas là, mais l'entre-deux, ça ne marche pas, quoi. Et donc le design sprint qu'on fait en ce moment, on a vraiment ce cas-là, et l'effort qu'il fait pour être tout le temps là et participer à tous les ateliers, c'est vraiment le gage de réussite. Quitte à faire beaucoup de pauses pendant le design sprint, mais parce que c'est beaucoup d'ateliers qui s'enchaînent, donc c'est facile de faire des pauses, mais par contre, quand on n'est pas en pause, on est là, quoi. Et du coup, oui, donc créer le bon cadre, c'est en fait définir un cadre quand on commence le design sprint. Donc ça veut dire ok, on arrive à quelle heure, on finit à quelle heure, c'est quand les pauses, comme disait Ambroise. Mais c'est aussi avoir des moments d'inclusion. Donc quand on arrive, demander à tout le monde comment ils sont, qu'est-ce qu'ils attendent de la journée, et des moments de déclusion en fin de journée pour bien séquencer les moments de travail et les moments de fun où on parle en off. Yes. Il y a beaucoup de moments off du coup dans le design sprint. Il y a les déjeuners déjà qui sont hyper importants en fait pour souffler parce que les moments de travail sont très intenses et du coup de bien le lieu dans lequel on va bosser, etc. C'est important. Ça, l'idée, c'est dans l'équipe, il y a potentiellement des liens hiérarchiques entre les personnes, des gens qui ne se connaissent pas forcément, des gens qui sont timides, donc voilà, on est tous différents. Pour autant, on essaye d'avoir des profils aussi différents et donc chacun a vraiment quelque chose à apporter. Et donc, c'est hyper important pour les animateurs ou facilitateurs de faire attention à ce que tout le monde puisse s'exprimer, d'où le côté aussi d'avoir des temps individuels et des temps de partage. Quand c'est sous forme de débat, donc sans le côté un peu post-it où chacun peut s'exprimer, d'essayer de vraiment veiller à ce que tout le monde puisse parler, parce que sinon, c'est un peu le cercle vicieux, c'est que si j'ai pas pu donner mon idée, en fait, au bout d'un moment, je décroche. Et ça joue énormément sur la valeur qui est apportée. C'est aussi le côté, il faut qu'il y ait 7 cerveaux ou 8 cerveaux pour qu'à la fin, la solution elle soit innovante, sinon ça ne marche pas.
Oui, accepter que ça peut être un échec, parce que c'est vrai qu'on ne le dit pas assez, et que souvent le porteur de projet arrive, mais en mode c'est la meilleure idée du siècle, ça va être ouf. Et il faut être hyper pédagogue pour dire plusieurs fois qu'on va potentiellement échouer, et que c'est pas grave. On peut recommencer, on peut créer d'autres idées, c'est pas un échec, c'est une nouvelle marche pour créer autre chose. Et c'est important de le répéter tout le long quand même du design sprint. Et surtout, ouais, Vas-y. pardon. Surtout, ça aurait de toute façon été un échec s'il n'y avait pas eu design sprint. C'est-à-dire que souvent, on a des porteurs de projets qui ont une idée très forte, qui sont très intuitifs, très entrepreneurs, etc. On a vraiment des personnalités fortes, avec beaucoup d'énergie. Donc de toute façon, ils l'auraient lancé leur idée. Sauf que soit ils l'auraient lancé en rentrant directement dans du produit, et donc ils auraient développé leur truc pendant 3-4 mois avant de le lancer, et avant de potentiellement avoir un vrai truc à mettre entre les mains des utilisateurs. Donc, et c'est à ce moment-là que ça aurait été un échec. Donc là, au moins, c'est un échec en 5 jours. Donc c'est un tout petit peu moins un échec. Et au moins, on a appris des choses et on change. Généralement, c'est pas tout noir ou tout blanc. Quand il y a quelqu'un comme ça qui a une idée, ça vient souvent d'expérience, de constats qu'il a fait. Et donc, c'est jamais l'échec à 100%. Par contre, on réoriente. Peut-être que le persona n'était pas le bon, peut-être que voilà, le produit n'était pas le bon. Et donc, on pivote et on avance. Autre tips, c'est un peu la théorie. C'est que, donc, on le sait, hein, que quand on est animateur ou facilitateur, il ne faut pas être participant, il ne faut pas contribuer aux ateliers parce qu'il faut rester dans une position d'écoute. C'est hyper important, mais nous on ne le fait pas. Et du coup, on s'est posé la question, est-ce qu'on vous dit la théorie, est-ce qu'on vous dit ce qu'on fait? Et nous, en fait, on trouve ça vachement plus fun d'être aussi participant. Pourquoi? D'une part, parce que ça ajoute au sentiment qu'on fait partie de la même équipe. C'est-à-dire qu'on n'est pas, nous, en dehors et allez-y, vous allez travailler et en fait, on verra bien ce que vous arrivez à sortir. Non, on est vraiment impliqué dans le truc en tant qu'animateur. On a aussi potentiellement des choses à apporter parce qu'on a de l'expérience, qu'on a vu plein de produits passer et donc on a vu des bonnes idées. On a un benchmark aussi qui est potentiellement un peu plus large. Et puis, c'est plus motivant aussi pour nous. Donc en fait, on le fait presque à chaque fois et en fait, ça marche. Donc faites ce que vous voulez. Mais nous, en tout cas, on trouve que ça marche bien comme ça. Voilà. La falaise. La falaise, tout à fait. Ah oui. C'est qu'en fait, c'est vrai que le design sprint, on rêve, c'est hyper cool, c'est hyper fun. Si les utilisateurs sont contents, on est trop contents. On dit putain, on a vraiment réussi. Sauf qu'après, la semaine d'après ou 2 semaines après, on commence la réalité, donc commencer les sprints. Et là, c'est un peu la chute, parce qu'on est en train de dire, ok, tu vois, tout ce qu'on a fait, on va faire 5%, et ça va être étalé sur 3 mois. Donc c'est un peu comment on fait pour ne pas chuter aussi fort. Et justement, ça nous est arrivé qu'avec un client, c'était super, il a adoré. Et puis quand on est passé au sprint 0, il nous a dit, non, mais en fait, je vais vous faire un cahier des charges, et on va partir sur 18 sprints, et on lui a dit, ok, ça va te coûter 300 000 €. Et là, en fait, ça a fait un énorme clash. On s'est dit, ok, soit on n'a pas bien expliqué le principe, soit c'était voué à l'échec. Et c'est un peu ce qu'on se disait avant avec Ambroise. Du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'on dit non au client dès le début? Genre, attention, le design sprint, c'est ça, et potentiellement, ça va peut-être te coûter 300 000 €. Donc, c'est un peu comment on ajuste avec ce genre de déception-là, en fait. Évidemment, c'est très dur de le savoir avant, mais de prévenir que voilà, on va inventer quelque chose, mais que derrière, va y avoir du boulot avant d'arriver à le mettre en place. C'est bien de le savoir avant. Autre cas un peu particulier, c'est parfois très difficile de trancher. On a des personas et on a envie de sauver le monde, donc on a envie de tous résoudre leurs problèmes, parce qu'ils ont tous des problèmes. Et du coup, c'est un peu le syndrome de on va faire un réseau social et puis en même temps, on va sécuriser le Proche-Orient. Donc avec des problématiques très différentes, pour des utilisateurs très différents. Et du coup, il y a un peu deux manières de faire. Pareil, là, on n'est pas trop dogmatique. C'est-à-dire que la théorie, c'est qu'il faut choisir un persona, une problématique. En fait, 2, ça marche. Parfois, c'est juste beaucoup plus intense, ça prend plus de temps. Et donc, c'est plus compliqué, mais ça peut le faire. Voilà. Faut le savoir avant, que ça va être plus compliqué. Donc, c'est un vrai enjeu de réussite aussi, de se lancer sur 2 personas pendant le design sprint.
Parfois, ça peut avoir du sens de les traiter ensemble aussi, parce que la solution, on a l'impression qu'elle ne fait sens que si on traite les deux en même temps. Ok. Je continue. Autre cas particulier, le décisionnaire indécis. Donc c'est le décisionnaire parce que c'est le porteur de projet, c'est vraiment ce qui paraît le plus logique que ce soit lui qui décide. Sauf qu'en fait, on se rend compte en cours de route que le gars est incapable de décider. Alors que comme on est sur un temps hyper court, on a besoin d'avancer, quoi. Donc on a besoin de trancher, et ce ne sera pas parfait, mais en fait on va pouvoir itérer derrière, mais on a besoin d'avancer. Et du coup, ça c'est très compliqué à gérer. On n'a pas de recette miracle, mais c'est un peu compliqué de changer de décisionnaire en cours de route. Mais donc voilà, faut essayer de rassurer, de dire on va tester ça, c'est une hypothèse, on va tester, on verra bien ce que ça donne. Et il n'y a rien qui est gravé dans le marbre en fait. Deuxième cas. Yes, on a l'inverse, le décisionnaire totalitaire. C'est après notre journée du fun, on a tous dessiné, on a tous partagé nos idées, on est trop contents. On se dit putain, c'est un vrai moment de partage. Le DCR dit ok, en fait on va choisir ma feuille, mon dessin. Globalement, toutes les idées cool, elles sont là. Donc là, c'est un peu la règle du jeu, donc on ne peut pas dire non. C'est un petit moment dur à gérer sur ok. C'est rigolo. C'est pas si fun, mais en tout cas, c'est aléatoire, mais ça arrive. Ça nous est arrivé, ça est arrivé il y a un mois à peu près, mais vraiment c'était ça, quoi. Le mec avait, je parlais tout à l'heure de sélectionner les 3 trucs qu'on veut tester, c'était tout sur sur sa feuille, c'est quand même fun de voir ça. Ok, et dernier pour terminer sur des trucs un peu fun, on a eu donc le cas en entretien utilisateur, donc le client n'est pas là. Il y avait des enregistrements de vidéos et du coup on enregistre souvent les entretiens utilisateurs et donc l'utilisateur qui écoute la voix et qui dit mais lui il a une voix de psychopathe des années 70 et c'était le porteur de projet qui est en train de parler, donc ça fait une petite claque, mais du coup ça voulait dire quelque chose sur l'état d'esprit, etc., le ton qui était à utiliser dans le produit. Et le deuxième tips auquel on n'avait pas pensé, et qui nous vient de Timothée, qui est au fond de la salle, qu'on salue. Merci Timothée, qui est PM avec nous. Très important de manger léger pendant le design sprint. Encore une fois, c'est très intense, et donc les après-midi aussi sont intenses. Donc si vous bouffez 2 burgers et une assiette de frites au déjeuner, ce ne sera pas hyper efficace l'après-midi, donc c'est un petit peu dommage. Voilà, donc merci Timothée pour ce tips. Voilà. Pour ce qu'on voulait vous transmettre comme message. Merci bien.